Hello les amis, nous sommes le jeudi 30 avril 2020 et nous sommes toujours confinés et moi au bureau et cette fois-ci accompagné de Maître Mana et de Maître Legovac. Bonjour. Bravo. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, après la vidéo qu'on a fait avec Maître Mana l'autre jour, il y a beaucoup de questions de gens qui les posent sur le site. Donc la première question, je ne reçois pas de confirmation quand je m'inscris. Alors, si vous voulez bien, je vais répondre. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'il y a saturation du site, puisqu'on n'a jamais vu ça. On a atteint aujourd'hui 6000 inscriptions à moins de 72 heures. C'est un très bon score, c'est même un record pour nous. La deuxième raison, c'est que souvent, les messages qu'on envoie arrivent dans les spams. Donc, regardez auprès de votre boîte mail spam si par hasard, vous n'auriez pas reçu un message de confirmation. Normalement, si le compte indique plus de 6000 inscrits, ça veut dire que plus de 6000 personnes ont bien reçu le message. Mais par contre, rassurez-nous, parce que moi, sur ma chaîne, 6000, pour moi, c'est peu, quoi. Pour vous, c'est beaucoup. Alors, quelle est cette différence d'appréciation entre le fait que pour moi, c'est peu et pour vous, c'est beaucoup? Parce que nous sommes en train d'organiser une action en justice. Et on ne s'inscrit pas sur une chaîne YouTube comme on s'inscrit dans une action en justice. C'est une démarche qui est beaucoup plus dérangeante, il faut qu'elle soit plus réfléchie, et il faut que les gens soient très motivés. Donc, 6000 personnes qui sont motivées par une proposition d'action en justice, c'est quelque chose d'incroyable. À titre de comparaison, avec Arnaud Durand, nous avions lancé il y a 18 mois une action en Linky. Elle a mis presque un an pour atteindre le chiffre de 5000 participants. Là, en moins de 48 heures, on est déjà à plus de 6000 préinscriptions. Ça ne veut pas dire que les 6000 personnes vont nous suivre, on verra bien, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Bien sûr, moi je pense que cette volonté, elle est plus qu'évidente. Et donc justement, pourquoi ne révèle-t-on pas la stratégie? Alors, je vais laisser la parole à Maître Mana là-dessus, mais tout simplement parce que nous préparons des surprises et nous ne voulons pas révéler tous nos arguments à nos adversaires. Il faut qu'on conserve un certain sens du secret pour pouvoir faire avancer le dossier dans le sens que nous voulons. Oui, c'est l'effet de surprise parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent votre émission. Donc, l'action est beaucoup relayée en fait sur les réseaux sociaux. Donc, parmi les gens qui nous écoutent, il y a effectivement certainement nos adversaires. Donc, on va pas expliquer à l'ennemi en fait ce qu'on va faire. Et puis, il faut aussi qu'on puisse savoir qui on a à nos côtés pour faire cette action et pour bien étalonner en fait les différentes actions qu'on veut mettre en place. C'est très Je clair. rebondis là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo deux ou trois familles de demandeurs. Il y a un premier groupe qui vont être les médecins, donc qui ont un intérêt particulier à agir. Donc cela, il faut qu'ils soient identifiés en tant que tels. Il y a un deuxième groupe qui est plus large, qui sont les citoyens, qui ont un intérêt particulier en tant que malades potentiels ou proches de malades. Et puis après, il y a un troisième groupe qui vont être plutôt les associations de malades, les associations de santé, qui ont l'habitude d'accompagner les personnes dans les combats qui sont les leurs, notamment contre la maladie. Autre question, pourquoi ne révèle-t-on pas le prix? Alors, je vais prendre encore la parole si Séverine me le permet. C'est tout simplement parce que nous sommes en train de l'étalonner. La procédure ou les procédures que nous avons lancées vont durer au moins 12 à 24 mois. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on mobilise pendant cette durée un groupe d'avocats, des équipes administratives, des stagiaires et des chercheurs pour aller au fond des choses. Notre façon de travailler, si vous regardez un petit peu les différents actes de procédure que j'ai pu laisser sur les différents sites, c'est de faire un travail à chaque fois très approfondi, très détaillé, très précis. Et ce travail ne peut être fait qu'avec une mobilisation importante de personnes. Mais bien évidemment, il faut payer ces gens et donc il faut trouver le juste prix qui soit supportable par les consommateurs et suffisant pour payer les équipes qui vont travailler. Séverine va peut-être ajouter aussi le côté l'aspect pro bono qui est une de nos révélations ou en tout cas une de nos caractéristiques. Oui, alors c'est-à-dire que, alors il y a un point j'ajouterais aussi, c'est que en face
on va affronter en fait des mastodontes qui eux en fait ont des équipes qui sont énormes pour avoir travaillé pour des cabinets qui ont travaillé pour des mastodontes. Les équipes, ce sont des centaines de personnes. Donc pour faire le poids face à ça, il faut que nous, notre collectif en fait puisse avoir les moyens d'agir. Et donc la question oui du pro bono, c'est que aujourd'hui, voilà, cette action effectivement, elle va être payante, mais si après avoir prélevé en fait les coûts que ça engendre pour nous avocats, ça nous permet aussi de faire tout un tas d'actions à côté que nous ne faisons pas payer. Je prendrai l'exemple en fait de l'action du CAC qui a été lancée par Christophe. Voilà, cette action était totalement gratuite et elle a permis de faire avancer les choses, de faire éclore le débat. Donc ça nous permet à la fois de faire des actions qui sont payantes et d'autres actions en fait qui seront gratuites, de façon à pouvoir faire une sorte de péréquation. C'est quoi l'action du CAC? C'était l'action qui a consisté à demander le gel des dividendes des sociétés du CAC 40. Nous avions saisi le Conseil d'État dans le cadre d'un référé liberté pour qu'il rétablisse en quelque sorte un équilibre entre les efforts demandés aux salariés et les efforts demandés aux actionnaires, en lui expliquant qu'il y avait dans la Constitution des différents textes qui justement permettaient de répartir plus équitablement cet effort. Le Conseil d'État a répondu qu'il ne pouvait pas se substituer au gouvernement et que c'était une question structurelle que seul le Parlement pouvait modifier. Donc on a pu comme cela faire avancer le débat. On sait que le juge est craintif ou peureux, qu'il n'a pas l'intention d'attaquer de front le droit de propriété. En revanche, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui continuent à distribuer des sommes énormes. Je citerai juste un exemple qui est quand même très révélateur. Une entreprise pharmaceutique française, Sanofi, a prévu de distribuer l'équivalent de 4 milliards d'euros de dividendes. Eh bien, si cette entreprise pharmaceutique consacrait le même montant, même que la moitié, à la recherche, notamment contre le Covid-19, ça permettrait d'avoir des moyens et des ressources suffisantes pour faire avancer et rattraper le retard français. Je profite d'ailleurs pour signaler qu'on constate que la France est très en retard sur la recherche dans le domaine, puisque l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne, est en train de prendre la main, ce qui va certainement bénéficier à des grands groupes étrangers. Et puis en plus, on voit que ça a fait débat, puisqu'on en entend beaucoup parler. Bien sûr, c'est l'objectif aussi. Alors pourquoi, ensuite, il y a des gens qui demandent, des abonnés qui demandent pourquoi ne pas inclure la question de l'obligation vaccinale, des thérapies naturelles, et puis plein d'autres sujets qui intéressent énormément les Français, parce qu'il est clair qu'il y a de nombreux combats à mener. Séverine, peut-être? Oui, je vais répondre. Alors, il faut se focaliser aujourd'hui sur les traitements Covid. Sur la vaccination, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas encore d'obligation vaccinale. C'est en débat. Mais pour moi, en fait, le préalable, donc ce qu'on fait aujourd'hui, va aider pour le reste. Mais si on commence en fait à ouvrir le débat, on se perd parce que aujourd'hui, c'est important de se focaliser sur ce qu'on peut gagner. Parce qu'après, si on dérive en fait sur la question des thérapies naturelles, c'est peut-être très séduisant, très intéressant pour certains, mais c'est pas notre combat aujourd'hui. Donc ça, ce sera peut-être un autre combat. C'est pour ça je pense qu'il faut vraiment rester focalisé. Et si je peux me permettre d'ajouter, il faut bien comprendre que nous sommes dans le cadre de procédures judiciaires. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une demande qui est présentée, une demande précise. Interdire ou pas interdire, commercialiser, pas commercialiser, etc., etc. Donc, il faut, pour chaque dossier, qu'on précise quelle est la demande. Et puis, pour avoir des chances d'aboutir, il faut pour chaque dossier, on trouve les éléments, les arguments juridiques et scientifiques qui permettent de démontrer le bien fondé de la demande. Donc, si on commence à mélanger tout un tas de demandes qui vont dans tous les sens, on risque à la fois de perdre le juge et de perdre en crédibilité. Donc, il faut, comme vient de le dire Séverine, y aller pas à pas. Là, on a une chance d'avoir des éléments qui sont dans le débat presque divulgués de manière abondante. À nous de les trier, de les organiser et de présenter une argumentation intelligente ou sensée pour arriver à convaincre un tribunal, une cour, du bien fondé des demandes qui seront présentées.
Ouais, moi je valide cette stratégie parce qu'effectivement, ne cesse de répéter depuis le début sur ma chaîne, on ne peut pas mener tous les combats ensemble. Ça n'existe pas. Il faut mener combat par combat en justice. Déjà là, si on gagne ce combat-là, qui est essentiel pour les médecins et pour tous les citoyens, de la liberté de soigner, ensuite ça pourra faire boule de neige et on pourra attaquer un autre dossier, effectivement, sur l'obligation vaccinale. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a jamais eu de débat en France sur l'obligation vaccinale avec des éléments. Mais ça sera un autre dossier. On ne peut pas tout mélanger. En justice, on ne peut pas tout mélanger. Et dans beaucoup de domaines, Alors, c'est ainsi. si je puis me permettre, sur l'obligation vaccinale, il y a déjà eu des débats devant le Conseil d'État en 2017. C'est ce qui est à l'origine de l'obligation avec 11 vaccins. Mais et puis il y avait aussi des débats, me semble-t-il, au Parlement, puisque c'était une décision législative. Sur les vaccins, on en reparlera. Ce que je voulais ajouter, c'est que on a 2 ou 3 dossiers actuellement qui nous permettent de mettre en évidence le comportement, on va dire, trouble, pour être gentil, des gouvernements et des agences de santé. Le premier dossier, c'est le dossier des Boutirox. On attend avec impatience la décision de la Cour d'appel de Lyon, qui devrait arriver bientôt. Et le deuxième dossier sur lequel je viens de terminer, qui est en train d'être déposé aujourd'hui au tribunal administratif de Paris, c'est le dossier chlordécone. Le chlordécone, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce qu'on appelle un pesticide organochloré, qui a été utilisé aux Antilles françaises pour protéger la banane du charançon entre 1973 et 1993. Ce produit est cancérogène, reprotoxique et surtout il a une rémanence, c'est-à-dire qu'il va rester dans les sols, dans les eaux pendant plusieurs siècles. Dans la démonstration que j'ai faite, qui sera bientôt en ligne, on voit bien que les pouvoirs publics ont préféré privilégier les intérêts privés des grands propriétaires de bananes à la santé des habitants. Et ça s'est reproduit à plusieurs reprises entre 1972 et 1992. Et c'est hallucinant de voir les erreurs qui ont été faites. Et quelque part, on peut y trouver des enseignements ou des sources pour vérifier le comportement actuel des gouvernements. Et on se pose la question de savoir est-ce que, malgré toutes les affaires qui ont défrayé la chronique depuis 30 ou 40 ans, du sang contaminé au Mediator, en passant par la chlordécone, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les autorités de santé ont tiré les enseignements de ces affaires? Je crains que la réponse soit négative. C'est ce qui nous oblige à tous de saisir le juge. Bravo. Vous savez, j'avais suivi ce dossier qui est complètement scandaleux. Et donc, c'est bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a affaire à des avocats experts de leur dossier. Et puis, il y a 2 autres avocats dans l'équipe qui ne peuvent pas être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent malgré tout. Tout le monde n'est pas confiné. Et on les présentera, on aura l'occasion de les présenter dans d'autres émissions et peut-être aussi d'autres avocats spécialisés qui veulent se joindre à cette équipe. En tout cas, je vous remercie. Je vais vous laisser travailler. Moi aussi, je vais retourner au travail. Et puis, je vous dis à très bientôt pour donner des nouvelles. À bientôt. Au revoir.